Le cadre européen commun de référence pour les langues, qu'on appellera désormais le cadre pour aller vite, est un document qui a été créé pendant l'espace d'une dizaine d'années, publié en 2001 au Conseil de l'Europe, qu'il faut éviter de confondre avec l'Union européenne, et qui a eu, de manière un peu paradoxale et très surprenante, une audience immédiate qui perdure jusqu'aujourd'hui. Il a été traduit dans une quarantaine de langues et vient de sortir un volume complémentaire, donc une vingtaine d'années après, qui remet ce document dans l'actualité. Ce succès est compréhensible parce que c'est un document qui était attendu. En fait, il a été demandé par les États membres du Conseil de l'Europe qui souhaitaient disposer de quelque chose qui leur permette de communiquer entre eux de manière aussi claire que possible sur les questions d'enseignement des langues et d'enseignement des langues dans le système éducatif. Et donc l'idée a été de créer un document commun, puisque la caractéristique majeure de ce document, c'est d'être commun, comme son nom l'indique, de manière à créer des formes de comparabilité entre l'enseignement des langues des États membres, et de la transparence donc, et éventuellement donc de la complémentarité des enseignements langagiers d'un État à l'autre ou d'une région à l'autre. C'est la raison d'être essentielle du cadre, qui n'est donc ni un programme commun pour l'enseignement des langues dans les 47 États membres, ni non plus une forme d'enseignement qui serait privilégiée par ce document, qui n'a aucunement l'intention de se substituer aux décisions éducatives des États membres. Donc, cadre commun. Ce cadre commun est, comme son nom l'indique d'une certaine manière, un référentiel. Un référentiel, c'est-à-dire que c'est un document qui analyse, décrit de manière systématique et de manière aussi claire que possible l'ensemble des composants qui constituent l'enseignement d'une langue et l'apprentissage d'une langue. Et il le fait à travers un ensemble de descriptions qui prennent plusieurs formes. Les formes les plus simples sont des concepts majeurs qui sont très clairement définis, et l'autre forme sont des échelles de description qui permettent de caractériser une compétence à des degrés de maîtrise différents. Par exemple, l'écoute ou la production d'écrit, il y a un descripteur pour le niveau le plus faible, le niveau de départ, et puis des descripteurs qui petit à petit montrent comment se constitue une compétence de production à l'écrit. C'est ce qui, évidemment, a séduit beaucoup de décideurs et de spécialistes de didactique, et en particulier les auteurs de programmes. Il n'empêche que le cadre a vite été confondu ou assimilé à un document qui sert à faire des certifications ou des tests de langue. C'est vrai que les utilisateurs principaux de ce document sont les institutions qui s'occupent de tests comme Cambridge ou Cervantes ou le CIEP de Sèvres, ex-CIEP de Sèvres, qui s'occupe du DELF et du DALF, dans la mesure où la demande de certification en langue s'est accrue considérablement et que les diplômes qui sont délivrés par les institutions ne sont pas suffisants. Mais en tout cas, ce sont les premiers utilisateurs, mais les niveaux bien connus, A1, A2, etc., ne sont pas parmi les concepts fondateurs du cadre, bien au contraire. Cependant, ce sont devenus les éléments du cadre les plus connus et très facilement on réduit le cadre à ces niveaux, ce qui est évidemment une erreur de perspective. En fait, le cadre a lancé, même si cela n'est pas très visible quantitativement dans le document, a lancé de manière forte le principe et la finalité de l'éducation plurilingue et interculturelle,
puisque la manière dont le cadre analyse les compétences en langue et les enseignements permet de diversifier les enseignements bien plus qu'ils ne le sont aujourd'hui, permet d'ouvrir l'offre éducative, et à ce titre, le cadre est bien le premier document qui ouvre l'ère de l'éducation plurilingue et interculturelle.